vous retrouver après ce beau week-end ensoleillé. J'espère que vous en avez bien profité. Nous sommes ensemble maintenant pour de nouvelles nuits blanches, placées sur le signe de l'échange et du partage. Le 3921 est le numéro qui est le vôtre, si vous souhaitez me parler. Jusqu'à 1h, c'est Paul et Jeanne qui vont vous accueillir à l'autre bout du fil. Et c'est Julien Jaffray qui réalise l'émission ce soir. Et bien sûr, vous le savez, si une histoire vous donne envie de réagir, si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez en parler avec nous en direct, n'hésitez pas à tout moment à composer le 3921. Vous pouvez également me faire part de toutes vos réactions, de vos commentaires par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Petit message personnel à l'attention de William Galibert. J'espère qu'il n'a pas encore quitté la rédaction parce que je reçois un SMS pour lui en disant moi j'ai très envie que William m'invite en terrasse à Paris. Merci de lui transmettre. Vous avez raison, il faut savoir saisir les opportunités. En plus, il est très joli garçon, donc vous avez bon goût en plus. Bonsoir Muriel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et qu'est-ce qui vous arrive ? Non, c'est bon. Vous êtes un peu enrhumé. Pas du tout, c'est juste que je me suis étranglée au moment de prendre la Et j'ai l'impression que vous m'appelez, vous êtes dans une grotte. Vous êtes très loin. Dans une voiture. Ah, dans une voiture. D'accord. Ouais, parce que dans ma maison, j'ai mon enfant et j'ai fait la bêtise de lui dire que j'allais appeler la radio. Tant que vous ne précisez pas laquelle, il n'y a peut-être pas de souci. Non ? Si, elle sait quelle radio c'est, justement. Bon, elle a 15 ans et demi. Oh, c'est embêtant alors, quand même. Voilà. Oui. Enfin, je ne sais pas de quoi vous voulez me parler, mais pourquoi vous lui avez dit ? Juste parce que des fois, je suis une gaffeuse et puis je parle trop, quoi. Je parle trop des fois. Voilà. Bon. Donc après, voilà, c'est pas... Bon, peut-être qu'à cette heure-ci, on espère qu'elle va aller se coucher quand même. Ah, mais elle est au lit. Ouais. Elle est au lit, mais elle peut écouter au lit. aussi des podcasts, quoi. Oui, oh, quand même. Ou alors vous avez vraiment envie de lui dire des choses par message interposé. Oh non, je pense pas. Alors, je vous écoute. Voilà. C'est vrai que j'ai appelé il y a 2-3 jours parce que j'ai un truc stupide, mais auquel j'ai pas de réponse. Et quand j'ai pas de réponse, ça me perturbe. Voilà, j'ai rencontré un homme il y a 10 jours et pendant une semaine, on s'est vu, on va dire, on a passé 3 nuits ensemble. C'était très bien, etc. Il m'a pas caché qu'il avait quelqu'un dans sa vie, et puis même d'autres femmes d'ailleurs. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, on a passé la nuit, toute la matinée. Et moi, je lui ai pas demandé quand est-ce qu'on se revoyait. Il savait très bien que ma fille rentrait. Et à ce moment-là, il a insisté pour savoir quand on allait se revoir dans la semaine, etc. Jusque-là, ok, tout va bien. Et quand je l'ai rappelé dans le week-end, bon, il m'a remercié de mon appel. Et voilà, on s'appelle, à bientôt, etc. Oui. Ce qui m'a mis assez en colère. Parce que j'avais l'impression qu'on passait de 2 jours avant, c'était on se voit dans 3-4 jours, et puis tout d'un coup, on se voit, etc. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça. Et du coup, ça m'a mis en colère. Et donc, je lui ai fait une révélation qu'il ne savait pas. Oui. Voilà, moi, mon métier, on va dire, c'est un plus. En plus de mes revenus, je fais de l'escorting. Voilà. Et je lui ai balancé. Dites-moi, j'espère, votre petite mise en garde avant, Muriel, par rapport au fait que vous êtes gaffeuse et que votre fille peut écouter, ça m'ennuie un peu au vu quand même de la teneur de la conversation. Non, c'est assez intime et je suis un peu ennuyée si votre fille écoute, parce que ça concerne vraiment votre vie personnelle. Non, elle écoute pas, mais je fais attention, quoi. Alors, je sais pas, je suis très embêtée. Embêtée par rapport à quoi ? Parce que je suis embêtée, parce que je peux pas en parler. J'étais pas là pour parler de ce sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le débat. Hein. Le sujet, c'est que à partir de ce moment-là, il m'a dit, écoute, je ne peux pas en parler ce soir. Je suis dans la nature. Je te rappelle quand je rentre.
Et depuis, c'est le Oui. silence radio. Oui. Vous voyez Depuis de que vous nouvelles, lui avez révélé ce voilà. que vous Bref, faisiez. voilà. Oui, Voilà. il a pris peur, non? Ben, c'est ça que je voudrais savoir. Oui, Parce il a dû que, prendre peur. Voilà, ma question, elle est pas. Le sujet, c'est pas ça. Hein, j'appelle pas du tout pour ça. Non, j'ai bien Ouais, compris que c'était pas. Vous ne parlez pas de ce que vous faites, de votre activité, mais non. vous me le précisez parce que comme vous en avez parlé Parce à que cet c'est quand homme. même important. Je pense que ça change quand même la donne, quoi. Vous voyez Oui, c'est vous ce que je avez me voulu trompe. être sincère avec lui, mais Voilà. en même temps, peut-être un peu rapidement, dans la mesure où vous n'aviez pas encore eu le temps d'établir un véritable lien, qu'il vous connaisse davantage, de créer une intimité avec vous, qu'il s'attache à vous, et dans ce cas-là, peut-être qu'il puisse considérer la situation un peu différemment. Là, ça a Pour moi, pu ça lui me faire sert de peur. leçon pour l'avenir, quoi. Comment? Je dis, qu'au moins, ça me sert de leçon pour l'avenir. Oui, j'allais vous Euh, demander comment vous faites quand vous rencontrez comme ça, dans le cadre de votre vie privée, un homme. ça m'arrive Vous pas, parlez justement. d'emblée de votre activité? Non, parce que je ne rencontre jamais personne. Oui. Et Mais voilà, vous avez, vous oui, avez, j'ai déjà eu depuis une quand? vie. Non, depuis, on va dire depuis 4 ans, Hmm. je n'ai plus du tout de vie. D'accord, de vie amoureuse personnelle. Voilà, Mais personnelle. depuis 4 ans, et ça fait 4 ans que vous êtes escorte? Non, ça fait plusieurs mois, mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé. C'est pas nouveau, c'est quelque chose. Et jamais vous n'avez Voilà. été confronté à cette situation lorsque vous rencontrez Non, un homme, jamais. d'avoir ou ne, Non, à lui dire ou pas? non. Non. Voilà, c'est la Ouais. première fois, c'est pour ça que j'ai dit il faut que j'en parle parce que lui, je lui ai dit écoute, si tu veux plus me voir, mets-moi au moins un SMS. Si tu veux plus qu'on ait de contact, réponds-moi oui, au oui. moins un petit SMS. Hmm. Je ne demande pas d'explication. Je demande juste oui ou non. Et Pas de réponse. quand il vous posait des questions sur justement votre vie, votre métier, ou c'est vous Oui. qui... Oui. Oui, oui. Voilà. Donc moi, j'avais Et un comment métier il a avant, réagi? Comment il a réagi alors quand vous lui avez dit? Il a dit, écoute, il était dans la nature, etc. Il m'a dit, écoute, moi, il y a vraiment des choses qui me dépassent. Tu aurais dû me le dire avant. Ah, Voilà. vous En ne lui gros, avez pas dit en face à face, vous lui avez dit au téléphone? non. Par contre, il m'a dit, écoute, dis-moi ton secret, parce qu'il savait bien que j'avais quelque chose. Et il m'a dit, je ne peux pas parler. Alors, je pense qu'il n'était pas seul. Mm. Et c'est ce qu'il m'a dit après, qu'il n'était pas seul, d'ailleurs. Peu importe. Et donc, il m'a dit, dis-le-moi par SMS. Donc, Oh je l'ai dit non, par oui, mais SMS. vous avez été très imprudente là. Merdé, quoi. Ouais, Vous avez été très imprudente parce que ça se révèle pas de cette façon-là, D'accord. en tout cas. Ok. Non, mais c'est pour ça que je voulais avoir un avis parce que je me dis que finalement tout a changé à ce moment-là, quoi. Oui, c'est ça. Vous constatez qu'à partir de ce moment-là, il ne vous rappelle plus. Il fait Voilà, silence qu'il ait radio. une vie. Alors effectivement, je suis allée vers chez lui. Il a vu que je suis venue, donc comme il a su que je risquais de créer des problèmes parce que je sais très bien qu'il a quelqu'un avec qui il vit pas, mais bon. Et là, il a répondu parce qu'il s'est dit oula, elle va pas peut-être. lâcher l'affaire. Oui. Vous lui avez fait Machin. peur aussi en allant autour Voilà. de chez lui. Il s'est dit peut-être qu'elle va créer un scandale, faire un Voilà. esclandre. Donc, Et il a pu avoir là, peur. il m'a enfin répondu par SMS. Enfin. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Voilà. Il m'a dit, écoute, c'était très bien avec toi, mais j'ai quelqu'un dans ma vie et c'est sérieux, ce qui n'était pas une révélation puisque je le savais déjà. Ça, c'était pas nouveau, c'était pas un scoop, quoi. Donc, et c'est mieux qu'on en reste là. Voilà. Et pourquoi vous avez, au-delà de ça, parce que c'est important, vous parlez de secret, donc vous en avez parlé à cet homme que c'est un secret puisqu'il vous dit révèle-le-moi. Pourquoi c'était si lourd à porter pour vous au point de vous dévoiler à quelqu'un que vous connaissez très peu finalement et qui vous dit que de son côté, de toute façon, il n'est pas libre, il a une femme dans sa vie, donc il n'y avait pas tout d'un coup un avenir qui s'ouvrait, qui pouvait peut-être faire que vous ayez eu envie de vous délester de ce poids. Lui-même était pris. Enfin, Oui, tout à fait. Il me l'a pas caché, quoi. Enfin, il me l'a pas caché, il me l'a dit le premier soir. donc on a l'impression que c'est comme si vous vous grillez en parlant un peu familièrement, comme si vous Oui, je crois que mettiez... des fois, Vous sabotez... je oui, m'arrange enfin, pour tout saboter. là ça me fait penser un peu à ça.
Voilà. Je trouve que d'aller au devant comme ça, d'avoir anticipé, de répondre, et puis en plus déjà cette révélation, et puis par SMS, enfin c'est très impersonnel. D'accord. Donc on a l'impression que vous je m'en veux sabotez. en plus. Je me dis, Écoutez, en même temps, cet homme vous a dit aussi, c'est peut-être à ce moment-là, vous a dit qu'il avait une autre femme dans sa vie, qui comptait apparemment pour lui. Donc vous pouviez aussi vous dire que finalement il n'y avait pas tellement d'issue, pas tellement d'avenir dans cette histoire. Là aussi, d'un autre côté, je me suis. Voilà, c'est aussi. Il y a ça aussi. À la limite, c'est vrai qu'il aurait été célibataire complètement. J'aurais pas agi du tout de la même manière, je pense. Oui. Voilà. Donc c'était peut-être. Moi, c'est quelqu'un que je tenais à revoir, mais sans que ça aille plus loin, en tout cas. Vous pensez que peut-être justement l'activité que vous exercez aurait pu le faire fantasmer, aurait pu être un plus? C'est souvent ça. Enfin, c'est souvent ça. C'est que souvent c'est plus de la curiosité. Je dirais. Oui. À la limite. Oui. Beaucoup d'hommes vont nouer une relation, mais plus par curiosité qu'autre chose, quoi. Pas pour vous, pas pour la personne que vous êtes. Pour ce que vous êtes et pour pour ce que vous faites et pas ce que vous êtes. Quoi. C'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, il est important. Je comprends en même temps si. C'est toute la difficulté des personnes comme ça qui ont ce genre d'activité, d'avoir une vie intime, une vie amoureuse. Et à quel moment le dire? Si on le dit trop tôt, vous prenez le risque que ça peut faire peur, ou alors, effectivement, on ne va pas s'intéresser à vous, mais à ce que vous pouvez représenter comme une sorte de fantasme, ce qui n'est pas mieux. Hein. Tout à fait. Non, et si vous le dites trop tard, effectivement, l'homme pourrait vous dire tu m'as menti, donc je ne peux pas te faire confiance. Donc il y a un juste milieu à trouver qui n'est pas facile. Non, c'est pas facile. Voilà. Mais je crois que pour une fois, je ressentais quelque chose pour quelqu'un, ce qui est extrêmement rare. D'habitude, c'est pas le cas. Il me faut vraiment. Et voilà, même s'il n'était pas disponible, moi de toute façon, je ne le suis pas. Je ne souhaite pas vivre avec quelqu'un, en tout cas, pas pour le moment, mais on passait vraiment de bons moments ensemble, quoi. Oui, donc comme vous vous êtes dit qu'il n'était pas disponible, vous êtes dit finalement autant lui dire, parce que vous ne vous sentez pas prête non plus à être vraiment complètement investie dans une relation. Vous n'êtes pas suffisamment disponible pour ça. Non, je pense pas. Non. Voilà, donc bon, j'ai dit, comme je peux en parler à personne, oui, alors j'ai un psy que je vois, mais en ce moment, je la vois pas trop. Et puis, à la limite, elle va pas me donner trop de réponses. Que vous, je vous écoute depuis des années, depuis le début. Je savais pas vers qui me tourner. Alors, oui, je comprends. Votre psy, vous en parlez quand même de cette difficulté que ça peut être pour vous de lier, de créer une intimité avec un homme en dehors de votre activité professionnelle. Disons que ça fait 6 mois que je me suis remis à ça. C'est pas très très vieux, donc je lui en ai parlé tout de suite. Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'assumer ça. À part mon enfant, je dirais que le reste m'est un peu égal. Mais c'est étrange d'ailleurs, parce que je trouve qu'on sent. Vous dites, est-ce que ça vous est vraiment égal? Parce que là, avec cet homme, vous lui avez dit un peu bille en tête. Et je repense avec ce que vous me dites, qui je trouve m'a effectivement gênée, je vous le cache pas, je vous l'ai dit, de fait de dire zut, j'en ai parlé à ma fille, elle écoute la radio, il faudrait pas qu'elle sache, et en même temps c'est comme si vous aviez envie, enfin comme si c'était quelque chose d'un secret trop lourd à porter. C'est pas anodin non plus d'aller vous confier sur quelque chose d'aussi intime, mais en parlant auparavant, c'est les premiers mots que vous m'avez dit. En disant j'ai gaffé. Tout d'un coup, ça m'est venu comme une révélation. J'y avais pas pensé avant et j'ai dit. Vous n'avez pas pensé à quoi? Vous n'avez pas pensé à quoi avant? À l'idée qu'elle pouvait avoir la curiosité d'essayer de trouver l'émission. Surtout si vous lui dites je vais parler à la radio. Ouais. Évidemment, ça ne peut que déclencher cette curiosité-là.
Ah bah c'est sûr. Donc, comme si vous cherchiez là aussi à ce que ça se sache. Alors, autant déjà avec un homme, vous prenez beaucoup de risques, mais avec votre enfant, vous l'exposez dans une intimité qui n'est pas souhaitable. Elle n'a pas à connaître votre intimité. D'ailleurs, elle m'a demandé, j'ai dit non, c'est que j'ai quelque chose dont je veux parler, et puis c'est tout. Mais oui, mais forcément, vous suscitez sa curiosité. J'ai pas envie d'en... Oui, on en parle. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui... et non pas par... je me positionne pas d'un point de vue moral, hein, là, mais qu'il y a quelque chose qui vous pèse dans le fait de... Je trouve que vous accumulez les gaffes. Enfin, il y a quelque chose de... Vous voyez, entre cet homme où vous lui dites bille en tête, alors que effectivement, ça suppose déjà d'avancer dans la connaissance de l'autre, de créer une intimité. Parce que non, mais je ne m'étais pas retrouvée dans cette situation. Parce que si on le dit trop tôt, ça risque forcément de casser quelque chose. J'ai envie de dire, il ne faut pas vous en vouloir, parce que de toute façon, cet homme n'était pas libre. Donc, voilà, c'est ce que je vous dis, de toute façon. Bon, il n'était pas libre... Et c'est vrai que vous ne pouvez pas le dire trop tard non plus, parce qu'il pourrait vous reprocher d'avoir trahi sa confiance si vous rencontrez à nouveau quelqu'un, mais il faut trouver un juste milieu de façon à ce que vous ne soyez pas défini juste par rapport à cela. Parce que vous ne vous résumez pas à ça. Je sais bien, c'est tout à fait ça, je sais bien. Voilà. Donc après tout, oui, bien sûr que vous pouvez avoir une intimité, une vie amoureuse, tomber amoureuse d'un homme qui le sera également de vous. Mais je pense que ça suppose dans l'avenir de prendre le temps de le connaître, que lui vous connaisse, qu'il apprenne à vous aimer, à faire connaissance, et que donc il ne voit pas que le fait, de l'escorte, le fantasme ou le fantasme qui peut donc attirer, mais pour de mauvaises raisons, ou en tout cas faire peur aussi. D'accord. Ok. Bon, je vous remercie. Vous avez raison. Je crois que ça mérite, voyez, de vous donner du temps quand même une prochaine fois. Hein, et puis, oui, non, mais ça, c'est sûr, et puis quand même, puisque vous parlez, vous me dites que vous avez une psy, parlez-en quand même de aussi ça, parce que oui, bien sûr que dans un travail de thérapie, elle ne va pas vous répondre comme je le fais. De façon, non, je sais bien. Les réponses, on prend le temps en thérapie, c'est vous qui les avez, on prend le temps d'avancer. Bon, là vous m'appelez, c'est différent. Vous attendez quelque chose de moi, je vous réponds. Mais je pense que ça mérite quand même ça mériterait d'être un peu approfondi, parce que moi j'ai le sentiment que si vous le dites comme ça, il y a quelque chose qui est difficile à porter un peu, par certains aspects, et y compris peut-être par rapport à votre enfant. Oui, d'accord. Oui. D'accord, ok. Merci Muriel, en tout cas, de votre confiance. Merci, au revoir. Au revoir. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je vais me lancer là courageusement. Allez-y. C'est jamais très évident en quelques minutes de faire une synthèse de cette situation, donc je vous appelais. Non, mais on va prendre le temps, hein, rassurez-vous. Allons-y, prenons le temps. Donc moi, ce qui m'interpelle en ce moment, c'est comme la plupart des gens, c'est un chagrin d'amour. Il y a comme pas mal de personnes, sauf qu'il y a quelque chose un petit peu d'étrange, c'est-à-dire que j'ai rencontré mon ami il y a 9 ans de ça. Oui. À ce moment-là, je vivais j'étais mariée, donc je vivais avec mon mari. Mais depuis 6 ans, on partageait le même toit, mais on était séparés de corps parce que j'avais 20 ans d'écart avec lui, donc l'âge étant là, c'est vrai qu'il y avait de plus en plus de choses qui nous avaient séparés. Oui. Et donc j'ai rencontré ce nouvel homme vraiment tout à fait par hasard. Je m'attendais pas à retomber amoureuse, rien du tout. Et mon mari, depuis quelque temps, montrait quelques signes de perte de mémoire, donc qui me faisait penser à la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai rencontré cet ami, pendant 1 an on est restés amis. Il y avait, pour moi de mon côté, c'était vraiment un excellent ami. J'avais jamais connu ça avec un homme, c'est-à-dire je pouvais tout lui raconter, on se racontait beaucoup de choses. Et puis au bout d'un moment, l'évidence est arrivée, je me suis dit, pourquoi pas, c'est vrai que je me sentais esseulée, je me sentais seule et tout.
Et donc, on a commencé, on a entamé une histoire d'amour tous les deux. Et au fur et à mesure, donc, j'ai prévenu mon mari qui, à ce moment-là, était lucide. Je lui avais dit, de toute façon, si je rencontre un autre homme, moi, j'en ai assez d'être avec toi. Bon, financièrement, je pouvais pas me permettre de le quitter. Voilà. Donc, je lui avais expliqué la situation. Donc, quand j'ai rencontré cet homme-là, je lui ai dit. Et comment il a réagi, votre mari ? Il était relativement amorti, entre guillemets, donc il n'a pas eu de réaction, rien de spécial. Qu'est-ce que vous voulez dire par il était relativement amorti ? Vous pensez que c'était les effets de la maladie, vous voulez dire ? Non, c'était lui, c'était dans sa manière d'être, dans sa manière de se comporter. C'était même un terme qu'il utilisait assez fréquemment. Donc, il prenait beaucoup de distance et par rapport à moi et par rapport à tout. Donc, ce Comme qui fait si que ça ne le touchait pas, voilà, apparemment. Exactement, c'était l'impression que ça donnait. Donc plusieurs fois, donc mon ami est venu à la maison, je lui ai présenté en tant qu'ami, donc c'était. Mais il savait que c'était avec ce monsieur que vous aviez une relation. Ah bon, ça c'était au début. Ça il le savait pas à ce moment-là. D'accord. Donc dès que j'ai commencé à sortir avec mon ami, bon la situation a été différente parce que je me suis attachée à cet ami-là. Et puis mon mari, donc la maladie s'est dégradée. Et effectivement, j'ai appris qu'il avait bien la maladie d'Alzheimer. Donc petit à petit, mais il est resté lucide très très longtemps. Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure, mon ami est rentré dans la maison au fur et à mesure que la maladie avançait, et il m'a aidée. Donc il m'a énormément soutenue dans toutes les démarches que j'ai eu à faire, parce que bon, c'est quand même un long parcours et ça a duré. Mon mari est décédé en 2011. Donc la maladie a été diagnostiquée en 2008, donc ça a été un parcours très très long, semé d'embûches, de vraiment d'énormes difficultés. Et mon ami a toujours été là pour me soutenir. Donc ce qui fait que au début de notre relation, on partait ensemble le week-end, c'est-à-dire je disais à mon mari, je pars en week-end avec mon ami. Et on partait en week-end ensemble, et donc lui il me sortait de cette ambiance-là, et au fur et à mesure, c'est lui qui est venu à la maison, qui est rentré à la maison, donc qui venait passer les week-ends à la maison. Et là, mon mari, même s'il était malade, s'est très vite rendu compte, donc qu'il y avait quelque chose, et il était en opposition donc avec mon ami. Ça se comprend. Donc il était relativement agressif, comme il pouvait l'être avec tout le monde, de toute façon, parce que ça a accentué son agressivité et son mal-être. Oui, mais c'était en plus c'était quand même une situation très difficile à vivre, je trouve. Pour lui ? Certainement. Ah oui, certainement, pour lui, oui, certainement. Et vous, ça ne vous crée pas de problème ? Ça vous procure pas de gêne ? J'avais quand même au départ, j'avais quand même une certaine culpabilité. Ah oui, je peux comprendre, oui. Oui, il y avait une culpabilité qui était là malgré tout, surtout quand je le laissais le week-end que je partais, je me disais, bon, est-ce qu'il va bien et tout. Il y avait une culpabilité. Mais au fur et à mesure, la maladie a quand même énormément pris le dessus. Donc, ce qui fait que mon mari a toujours été dans le déni, par rapport à sa maladie. Il n'a jamais su qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. On a essayé de le protéger, mes enfants et moi, au maximum, pour qu'il le sache pas et pour qu'il vive le mieux possible. Donc, on l'a vraiment énormément entouré. Et donc, en début 2011, j'ai été obligée de le placer dans une maison de retraite parce que je pouvais plus m'en occuper, parce que je m'en occupais nuit et jour, et c'était vraiment très difficile physiquement et psychologiquement parce qu'il était très agressif, il buvait, il voulait me frapper, enfin bon, c'était très dur. Et 3 mois plus tard, il est décédé d'un cancer du poumon. Donc là, je l'ai accompagné pendant toute la maladie, pendant son cancer, et bon, ça s'est terminé comme ça. Et donc mon ami était là pendant toutes ces étapes de cette maladie-là. Il était là, il était auprès de moi, il était auprès de mes enfants, il était présent. Mais malgré tout, on a quand même pu vivre, même si ça paraît étrange, même si ça paraît très bizarre, on a pu vivre une histoire d'amour très très intense et très forte. Parce qu'il était mon confident, il était plein de choses pour moi, il était présent, puis c'était réciproque. Bon, je veux dire, il y avait une réciprocité dans les sentiments, et donc à partir du moment où il est mort, c'est là où la relation avec mon ami s'est dégradée.
Et donc, il m'a quittée à 3 reprises, à 3 Noëls successifs. Les 3 Noëls successifs qui ont suivi le décès de mon mari, il m'a quittée brutalement, comme ça, en me disant, je m'en vais parce que je ne supporte plus, j'ai l'impression de perdre ma personnalité. Et là, c'est mes enfants qui ont été mis en avant. Il a trouvé qu'il n'avait plus sa place, que la situation avait changé depuis que mon mari a été décédé et qu'il avait plus de place. Oui, donc, en tout cas, plus la même. Et c'est visiblement ce qui lui posait problème. Moi, c'est ce que je pense aussi. Il était là Il aurait, paradoxalement, eu davantage de place et pu trouver sa place réellement auprès de vous. Mais il n'y avait plus. Votre mari étant décédé, il se trouvait dans ce tête-à-tête et c'était vous le couple. Oui. Et là, il y a quelque chose qui lui a posé problème. Donc finalement, ça fonctionnait tant que vous étiez 3. Ça fonctionnait tant qu'on était 3. Ce que vous ne pouviez pas imaginer, puisque pour des raisons différentes certainement, les vôtres et les siennes. Hein. Oui, non, mais je pense que ça a modifié et ça a fait apparaître mes enfants qui étaient présents et qui sont plus à la maison, qui sont partis, qui sont mariés tous les deux et tout. À ce moment-là, ils étaient à la maison Non, il y avait que ma fille qui était. Qu'est-ce qu'ils en disaient de cette situation ? Ma fille était très contente. Ah bon ? Que j'ai rencontré quelqu'un parce que elle voyait qu'avec son père depuis des années, notre couple fonctionnait pas bien. Donc, elle était contente que j'ai retrouvé quelqu'un, oui. Elle s'entendait bien avec votre compagnon ? Au départ, elle était contente, mais après, elle était beaucoup moins contente parce qu'elle trouvait que j'étais trop accaparée, qu'il m'accaparait beaucoup trop et que donc elle perdait sa maman. Elle avait 17 ans, 17, 18 ans. Elle était jeune. Et elle n'était pas du tout, elle n'était pas dans l'esprit de sortir avec des garçons, donc elle était encore très souvent à la maison. Quant à mon fils, lui, il était déjà parti, donc lui, il était ravi, il voyait ça de loin, et il trouvait que c'était très bien. Alors, en quoi ça a changé quand il disait là par rapport à vos enfants ? Ça a changé quoi ? C'est-à-dire que vos enfants ont changé vis-à-vis de lui ? Lui a changé d'attitude vis-à-vis d'eux ? Non, du tout. C'est lui, d'un seul coup, qui ne supportait plus quand mes enfants venaient à la maison. Il trouvait qu'il était exclu, qu'il était plus aussi important pour moi que quand mes enfants n'étaient pas là. Donc, il se sentait vraiment mis de côté. Et donc, surtout vis-à-vis de mon fils. Curieusement, mon fils était déjà parti de la maison quand il est arrivé dans ma vie, mais c'est vis-à-vis de mon fils qu'il avait beaucoup plus de difficultés à gérer la relation que j'avais avec mon fils. Il trouve qu'on est trop fusionnels tous les trois. Il trouve qu'ils sont trop présents dans notre vie, alors que mon fils vit à l'étranger, donc je le vois 2-3 fois par an. Quand il vient, il trouve que je m'occupe trop d'eux. Il m'a reproché le fait que quand on était dans la même pièce tous ensemble, il avait l'impression qu'il n'y avait plus de génération, qu'on ne savait plus qui était la mère, qui étaient les enfants. Une trop grande proximité en fait avec mes enfants. Et ça s'est apparu simplement une fois que mon mari est décédé. Disant que mon mari avait été un peu à l'écart dans la relation, qu'on avait fait une relation tous les trois et que lui, on recommençait la même chose et que les choses avaient changé depuis que mon mari n'était plus là. Et que nous, on ne l'avait pas remarqué. Et moi, je lui ai dit qu'on était un couple avant et que je trouvais qu'on était toujours un couple. Mais bon, ça n'a rien fait. Donc, il est parti une première fois en janvier 2011. Il est revenu 15 jours après. Mais ça, c'est parce que moi, je lui ai dit que je trouvais quand même qu'on était bien ensemble et que c'était un petit peu dommage de tout gâcher comme ça. Et puis, l'année suivante, pareil, exactement à la même période, après Noël. Début janvier, il est reparti. Là, c'était donc l'année dernière. Il est parti, il est parti 3 mois. On a eu quelques contacts. Au début, il ne voulait pas du tout me voir, pas du tout me parler. Et puis, il est revenu. Donc là, on a été voir un thérapeute de couple. On a fait 3 séances. Il nous a dit que on voyait dans la même direction, donc il pensait qu'il serait plus dans la fuite parce que c'était vraiment un départ précipité. Il part comme ça, 1 heure avant, il me dit bon, j'en peux plus, je perds ma personnalité, ça devient insupportable. Et 3 années de suite, donc il m'a ressorti les mêmes arguments, exactement les mêmes choses. Oui, mais on comprend. Enfin, c'est vrai que
Je ne sais pas ce que vous en avez compris de l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Vous trouviez qu'il était différent, que sa personnalité avait changé réellement? Parce que qu'est-ce que ça veut dire, je perds ma personnalité? Quand il est avec nous, avec mes enfants, il a l'impression de perdre sa personnalité. Oui, mais paradoxalement, quand il était là en présence de votre mari malade et des enfants, là, il se sentait bien. Vous voyez, Oui, c'est un peu... Je pense qu'il c'est avait curieux. un rôle d'aidant qui devait le satisfaire. Mais complètement, mais bien sûr. Moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que tant qu'il était dans ce rôle-là, très valorisant, certainement pour lui, même si c'était quand même particulier comme situation. Très particulier, oui. Oui, mais lui, fois, là où il aurait pu y avoir de la culpabilité, enfin, de votre part, de la sienne, de s'installer sous votre toit, finalement, parce que j'entends bien que déjà avec votre mari, la relation, vous étiez très distant, très éloigné. Néanmoins, ce n'est pas rien que cet homme se soit installé sous votre toit. Pendant la maladie de votre mari. Je trouve que, vous voyez, il n'y était pas en permanence. Oui, mais enfin, il venait que le week-end, mais il était rentré dans la maison, oui, effectivement. Il était rentré, oui, dans la maison, bon. Et là où on pourrait dire que c'était peut-être les moments qui auraient pu être les plus difficiles pour vous, en tout cas culpabilisants, ça se passait très bien. Il trouvait sa place, vous trouviez la vôtre, tout le monde, bon, semble-t-il, à l'exception de votre mari, parce que lui, il avait plus voix au chapitre, malheureusement, de par sa maladie. Et puis, quand il pouvait justement occuper une fonction avoir une place, il ne la désire plus. Oui, exactement. Moi, c'est de cet ordre-là. Hein. J'ai un peu, je vois un petit peu les choses il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que cet homme a occupé cette place-là auprès de vous, où il a été d'un grand soutien moral pour vous et par rapport à vous qui déjà dans votre couple ne vous sentiez plus très bien avant la maladie de votre mari, et puis la maladie a fait que effectivement vous avez vécu des moments difficiles, et cet homme représentait la vie, enfin vous réconfortez beaucoup. Mais il se satisfaisait peut-être de ce rôle où il était lui très gratifié également. Vous voyez, il était. Oui, mais pourtant il me reprochait tout le temps quand on allait chez des amis et tout, il me disait que je minimisais son rôle en fait, que je ne le mettais pas assez en avant et que je disais quand je parlais de la maladie de mon mari, je disais je et je disais pas nous. Oui, mais vous voyez comme déjà là il y avait sous-jacent sa problématique à lui. Et ça le gênait terriblement. C'est-à-dire que lui a occupé une place dont il n'avait pas forcément conscience d'ailleurs, et pas plus que quand il est parti. S'il avait pu élaborer ça, et peut-être que justement, dans la thérapie de couple que vous aviez commencé, vous n'avez pas, vous avez dû évoquer cette histoire de place de chacun. Bien sûr qu'on en a parlé, parce que moi j'ai tout de suite dit qu'il avait vraiment un problème, il y avait un problème de place à prendre. Oui. Et qu'il avait des difficultés à... Oui, mais il voulait pas prendre sa place. Non. Pas la place de votre mari, en tout cas. Il avait un rôle d'aidant auprès de vous. De sauveur. Voilà, un peu ça, ouais, le prince charmant qui arrive sur son beau cheval. Et là, quand il doit être un compagnon pour vous, et dans un rôle où finalement la relation serait peut-être plus équilibrée, parce que vous retrouviez aussi votre place de femme en attente qui a des attentes vis-à-vis d'un homme, qui est son compagnon, alors que quand il vous a connu, vous étiez dans une période de votre vie où vous n'alliez pas bien pour différentes raisons. Vous étiez quand même, et en plus après fragilisé par la maladie de votre mari. Donc il a pris ce rôle d'aidant, de soignant auprès de vous. Oui, non, mais je pense ça aussi, mais bon, maintenant c'est vrai que là je me retrouve, du coup, il m'a beaucoup aidé aussi à surmonter le décès de mon mari. Et puis je me dis, bon, quand les choses auraient pu aller bien, et quand je me suis bien attachée à lui, il va trouver, lui, une relation autre de ce type où il va être en position d'aider, de soigner, de réparer. Non, mais je pense qu'il sera toujours dans cette position-là. Bon, moi je vais voir quelqu'un, mais lui il m'a dit qu'il allait voir quelqu'un, mais à chaque fois il a entamé quelque chose et puis il gratte pas, quoi. Il essaie pas de savoir ce qu'il en est réellement.
Donc je Non, mais pense... parce qu'il n'a pas forcément envie de ça, lui, d'élaborer ça. C'est pas. Il vous a rencontré à un moment de votre vie particulier où vous n'étiez pas bien, et lui, il peut être dans ce rôle-là de porter. Et quand vous allez mieux, finalement, quand vous dites au moment où ça aurait pu être bien, lui est parti parce que vous n'aviez plus. Il pensait, en tout cas, que vous n'aviez plus besoin de lui, comme lui le pensait. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais déjà, c'est particulier, hein, quand même. Peut-être vous vous rendez pas compte, vous étiez pris, mais un homme qui vient quand même, qui est aussi présent, qui, même vous d'ailleurs, votre attitude, je trouve, d'avoir été dire à votre mari que vous aviez rencontré quelqu'un, enfin, puis après cet homme qui vient s'installer sous le toit, je trouve que c'est quand même, c'est une histoire quand même qui pose question, hein, cette histoire de. Je trouve qu'il y avait aussi quand même quelque part pas mal, enfin, de l'agressivité qui était sous-tendue, larvée, hein, derrière tout ça. Oui, non, mais certainement, oui, non, mais c'est clair que c'est une situation qui est pas courante et qui est pas très claire. Mais plusieurs fois, je lui avais dit, bon, c'est vrai que tu aurais eu des raisons de partir pendant toutes ces années parce que c'était vraiment pas une situation facile. Mais il avait toutes les raisons de rester, en fait. Vous voyez, les apparences sont trompeuses. Il avait toutes les raisons de rester parce que là, il trouvait sa place. Mais sa place n'était pas celle d'être un compagnon pour vous. Non, donc là il est parti. Et puis peut-être que aussi cet homme avait aussi dans son histoire, je ne sais pas, ça c'est une hypothèse de ma part et je peux me tromper, besoin d'être dans une situation quand même de compétition, de rivalité, hein, au-delà de ça. Non, mais moi je connais parfaitement son histoire c'est pas anodin, hein, quand même. Non, mais vous avez raison. Ça c'est dans son histoire et dans son passé, il y a des choses de cet ordre-là. Il y a des choses. Parce que c'est pas rien d'aller quand même. Certains auraient pu dire, je comprends que tu ne sois pas bien, que c'est difficile, mais je ne tiens pas quand même par correction vis-à-vis de ton mari à être là. Et vis-à-vis de tes enfants, peut être choquant. Donc je veux bien t'aider, te soutenir, être là pour toi, mais en dehors. Mais cette situation-là, par contre, ne lui a jamais posé de problème. Ben évidemment. Au contraire, c'est peut-être même ce qui faisait que là, il trouvait sa place. Là, il se sentait fort. Évidemment, quand il était, je vous dis, doublement dans cette position aussi où vous étiez trois. Vous étiez dans un triangle, mais vous aussi, ça interpelle, hein, cette position-là. Même si à ce moment-là, vous étiez dans quelque chose de difficile à traverser, déjà parce que votre couple n'allait pas bien et que la maladie a accentué les choses. Mais je pense pas que ça aurait pu. Vous savez, c'est l'histoire portée en germe, c'est les fruits dès le départ, hein, je pense. Et il y avait quelque chose dans ce triangle. Il y a des histoires comme ça qui ne peuvent fonctionner paradoxalement qu'à trois. Oui. Et quand la situation, au regard de l'extérieur ou d'une certaine logique, on pourrait dire, quand ça peut devenir simple, hein, entre guillemets, ce qui est terrible, là, évidemment, je ne fais pas abstraction de ce qui est arrivé à votre mari, hein, mais ou parfois, si c'est là, malheureusement, c'est son décès, ça aurait pu être un départ volontaire, ou quand on le voit dans les situations d'adultère plus classiques, quand la situation parfois devient plus simple, qu'on n'est plus trois mais deux, eh bien, celui qui jouait le rôle du troisième n'a plus envie d'être dans l'histoire. Ça ne l'intéresse plus. C'est pas aussi conscient que ça, hein, généralement. Il n'y a pas quelque chose de machiavélique, de manichéen derrière tout ça. C'est souvent une problématique que la personne rejoue de son histoire. Vous voyez, il n'a pas fait contre vous, je ne crois pas ça. Je pense qu'il était sincèrement investi auprès de vous et impliqué. Et vous l'avez ressenti d'ailleurs. Mais que lui, dans sa problématique, ça tenait, il rejouait quelque chose certainement de son histoire. Non, mais moi je suis effectivement d'accord, comme vous dites. Je pense pas que ce soit quelque chose de conscient du tout, ni qu'il y ait de la perversité, ni quoi que ce soit derrière. Mais il y a de la souffrance et de toute façon, moi je fais une analyse depuis déjà pas mal de temps, donc j'essaie de gratter aussi, de voir. Oui, vous pouvez en parler. Oui. Vous pouvez en parler et puis peut-être vous allez vous rendre compte au fil du temps que cet homme vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec lui, c'est-à-dire qu'à un moment vous avez pu vous appuyer sur lui très concrètement, il vous a permis aussi de traverser ces épreuves-là. Oui. Et il vous a donné des forces et
pour vivre autre chose, puisque ça, avec quelqu'un d'autre, ça correspond à votre désir. Vous aviez envie de vous engager dans une histoire, mais peut-être qu'effectivement, de toute façon, même s'il était resté, il y aurait eu des choses qui auraient pu ternir votre relation. Mhm. Bon, très bien. Donc, je vous remercie de pouvez m'avoir rien en tout cas. écouté. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Quelques SMS qui arrivent pour Stéphanie. Pascal dit c'est une situation et une relation à trois qui m'interpelle. Je comprends que ce monsieur soit parti. Cet homme a plus été votre soupape, un soignant et un aidant pendant ces années. Et ça devait pas forcément être simple pour lui, dit Pascal. Oui, enfin, je pense qu'en même temps, c'est là, paradoxalement, qu'il trouvait sa place aussi. Et qu'après, justement, se trouver dans une relation duel, là, ça ne devenait plus possible. Vous savez, le psychisme humain, c'est très, très compliqué. Allez, on pourrait en parler toute la nuit. Il est minuit maintenant. Rejoignez maintenant sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour une petite heure de direct pendant laquelle vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous et vous pouvez également réagir à tout moment pendant cette heure de direct en envoyant vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 et n'oubliez pas de commencer vos SMS par le mot nuit. Des messages qui arrivent pour Muriel, qui était la première auditrice qui avait rencontré un homme et qui ne voulait pas, enfin, lui avait dit, au contraire, c'est pas qu'elle voulait pas lui dire, c'est qu'elle lui avait dit très vite qu'elle était escort girl. Et depuis, elle n'avait plus de nouvelles de cet homme. Et vous dites, il y a Flo qui dit oui, ça ressemble quand même pas mal à un acte manqué de dire les choses comme ça aussi rapidement par SMS, une façon de saboter la relation. Flo qui dit de toute façon, cette histoire semblait sans issue, donc il n'y avait pas à avoir de regrets, même si c'est important peut-être de réfléchir pour la suite dans ses relations futures. Milly, elle n'avait pas le point de vue en disant plus vous êtes sincère, plus vous avez des réponses rapides, certes, mais en même temps, après, elle est juste... tout se résume autour de cette activité, de ce qu'elle fait, alors qu'elle ne se résume pas à ça, hein, Muriel. Donc, je pense qu'il vaut quand même mieux attendre et trouver le bon moment pour en parler, si tant est qu'il y ait un bon moment. Bonsoir Damien. Bonsoir. Bonsoir. Moi je vous appelle parce que donc j'ai ma copine qui est atteinte du syndrome Ehlers dans l'os. De quoi s'agit-il ? Je ne connais pas cette maladie. C'est une maladie qui a priori serait génétique et qui entraîne dans la plupart des cas un déficit en collagène. Donc pratiquement ça se traduit par des douleurs extrêmes. Invisibles de l'extérieur et qui sont consécutives à n'importe quelle activité physique, que ce soit aller faire les courses ou ah oui, même une simple activité comme aller faire les courses du quotidien, ça lui occasionne des douleurs terribles. C'est ça. Alors le lendemain ou le surlendemain, mais en général c'est le lendemain, c'est assez rapide et elle paye... Comme elle a 31 ans, j'en ai 27, on est un couple, on se connaît depuis longtemps, mais on sort ensemble depuis 7 mois. Oui. On a découvert sa maladie ensemble parce qu'on vient tous les deux de Nouvelle-Calédonie, on s'est installé en métropole pour des raisons différentes, mais elle, c'est surtout pour se faire diagnostiquer et être suivie. Oui, parce qu'elle avait des douleurs comme ça diffuses, violentes, et elle ne savait pas l'origine. Ouais. Elle ne connaissait pas l'origine. Voilà, elle pensait que tout le monde ressentait ça et puis elle a fini par se rendre compte que non et elle en souffre beaucoup. Alors le problème que moi je rencontre, c'est que je l'aime beaucoup et je compte continuer avec elle pendant longtemps et le problème c'est que la douleur la rend à force la douleur la rend tellement agressive et tellement irrationnelle que j'ai du mal à gérer. J'essaye de
mon calme et ma gentillesse, j'ai envie de dire, passe pour des tentatives de manipulation. Elle a très peur qu'on essaye de la manipuler. Elle se sent en état de Comment faiblesse. ça? Comment ça, Euh, la manipuler? elle a elle a eu une enfance qui est particulièrement chaotique, avec un père qui décède quand elle est très jeune, une mère qui a mal vécu et du coup qu'il a peut-être justement mis sur cette défensive. Moi-même, ça reste un peu obscur pour moi parce qu'elle n'a pas Oui. fait de thérapie. Oui, parce Et que la douleur la rende très irritable et même agressive, ça peut se comprendre. C'est-à-dire quand on souffre voilà. beaucoup et qu'on n'a pas de quelque chose de traitement qui nous soulage, c'est vrai que tout nous insupporte. C'est Mais ça. Et après, puis, qu'elle pense qu'on veuille la manipuler parce que vous vous montrez gentil, là, c'est autre chose qui a trait à son histoire. Et c'est ça. ça, bon, il faudrait peut-être qu'elle puisse avoir Il un y a- endroit pour en parler, être prise en charge. Est-ce qu'on lui a pas proposé d'ailleurs, à partir du moment où on y a diagnostiqué la maladie, de pouvoir avoir aussi un accompagnement, un soutien Eh psychologique? bien, à vrai dire, ça a été déjà très difficile de la faire diagnostiquer parce que Hmm. il y a autre chose qui se greffe à ça et qui explique peut-être, c'est que c'est une maladie qui est invisible. C'est-à-dire Oui, qu'on va avoir une oui, personne devant nous qui est normale oui. et qui, d'un jour à l'autre, va être pris de tellement de douleur qu'elle pourra plus rien faire et donc elle va passer pour une feignante et elle a pris l'habitude que les gens ne la croient pas, ne la prennent pas au Oui, sérieux. on voit ça dans les cas, dans d'autres maladies comme la fibromyalgie, comme dans, bon, Voilà, voilà, où tout à fait. effectivement on pense que c'est dans la tête, que la personne affabule, que c'est un malade imaginaire, alors qu'il n'en est rien. Et c'est déjà une bonne chose qu'on ait pu diagnostiquer cette maladie, même si c'est une maladie rare. Déjà, ça va changer aussi peut-être l'image que les gens, comme vous dites, en tout cas l'entourage, ceux qui comptent pour elle, peuvent avoir sur elle. C'est-à-dire qu'elle affabule pas, elle invente pas, elle a Voilà. réellement des douleurs. Il n'y a Et pas de moi, traitement pour soulager ces douleurs? il y en a, mais en fait, ils sont particuliers, ils sont un Hmm. peu lourds et Costaud, oui, certainement. du coup, les médecins hésitent beaucoup à les prescrire parce que même essayent de faire leur propre examen sur Hmm. elle et ils n'arrivent pas tous aux mêmes conclusions médicales et donc ils refusent pour l'instant de Mais, lui donner un traitement sérieux pour la douleur mais et c'est qu'est-ce ce qu'elle dont a elle se pour la plaint. douleur? Qu'est-ce qu'elle prend en cas de forte douleur? Elle prend Euh, quand même des choses. Ne me donnez pas les noms des médicaments, mais elle a un traitement quand même. On- Honnêtement, en ce moment, comme elle est dans l'isolement médical, c'est moi qui lui fournis par d'anciennes connaissances des médecines douces qui sont légales dans d'autres pays mais illégales dans le nôtre. D'accord. Et donc, pour l'instant, j'ai trouvé que ça pour lui soulager ses douleurs parce Oui, mais que alors sinon, là, il elle faut dort qu'elle voie pas. avec les médecins. Enfin, on peut pas laisser quelqu'un dans une C'est douleur certain. aussi forte. Enfin, je comprends. Après, il y a certains traitements qui peuvent entraîner une accoutumance, c'est-à-dire que malheureusement, l'organisme s'habitue aussi au traitement, et C'est après, eh ça. bien, on n'arrive plus à enrayer la douleur. Mais malgré tout, il doit quand même, on peut pas la laisser sans aucun traitement par rapport à ses douleurs. Alors, il C'est va vrai. falloir qu'elle rencontre le bon spécialiste, quelqu'un qui va Voilà. pouvoir quand même prendre en compte ça, parce que on laisse plus, on essaye, enfin, la prise en charge de la douleur s'est considérablement améliorée, même s'il y a encore malheureusement des maladies où ça reste très compliqué de faire baisser le seuil. Voilà, nous on rencontre des difficultés parce que moi je suis dans le Pays Basque par rapport à mon boulot et elle a trouvé des soins et des aides sociales dont elle a besoin uniquement sur Bordeaux et donc en fait on est séparés, elle a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider à faire certaines tâches. Donc ça encore c'est une difficulté de plus, mais moi je vous appelais concrètement vraiment pour deux raisons je pense. Euh, c'est d'abord pour en parler aux gens parce que j'ai trouvé ça super le principe d'une émission de radio où on puisse exprimer ce genre de choses et moi ça va me permettre de faire passer un message aux gens qui sont soit dans ma situation, soit dans la situation de ma copine. Euh, voilà, déjà pour qu'ils peut-être eux-mêmes se sentent moins Moins seuls et puis seul. pour que moi je me sente moins seul aussi Mm. parce que ça m'amène à la deuxième raison de mon appel, c'est que j'ai du mal à gérer. Je me demande Oui. si je me suis pas en fait mis peut-être dans le rôle du sauveur, même si je sais que mon amour pour elle est vraiment sincère.
j'arrive à oublier sa maladie très souvent, et un peu trop souvent parfois. Mais quand même, je remets un peu en question ma solidité psychologique, parce Oui, que mais parfois, je sais plus comment réagir. mais J'ai l'impression d'être en face d'un gibier qui a pris une balle et qui refuse de se laisser approcher, qui est prêt à mordre, oui, mais c'est même ça. quelqu'un qui veut l'aider. Mais votre image est très parlante, c'est-à-dire qu'elle souffre, et quand on souffre, effectivement, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus que la douleur qui envahit C'est tout. ça. Et donc c'est très difficile pour vous parce que vous vous sentez impuissant à ce moment-là, Oui, et impuissant j'ose pas lui en à parler parce l'aider. que ma souffrance psychologique et sentimentale, émotionnelle, ben, peut-être elle est insignifiante par rapport à la souffrance elle ressent physiquement et mentalement, de la Non, terreur qu'elle peut éprouver par il rapport à son s'agit avenir. pas. Je crois qu'il faudrait pouvoir que vous puissiez en parler quand elle n'est pas en crise, comme ça, et dire Ouais, que parce que sinon, je comprends vos scrupules, hein, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez honte en gros de vous plaindre par rapport à quelqu'un qui est en proie à des douleurs aussi terribles qu'on n'arrive pas pour le moment à soulager. c'est ça, Mais à malgré, côté de si ça, vous ne je le sais faites que j'en pas, ai besoin. vous allez craquer. Enfin, si vous le faites pas, ça va Mm. mettre à mal votre relation. Donc, par rapport à ça, peut-être lui demander qu'est-ce que je, dans ces cas-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, qu'est-ce Bah, qui serait le plus aidant pour toi? C'est-à-dire, est-ce que quand elle a mal, elle veut effectivement elle préfère être seule, se réfugier comme vous dites, un animal traqué, être dans son coin, qu'on la laisse tranquille et juste veiller à lui apporter, enfin, des petites choses à regarder comment elle avoir va, une présence, en parce la que laissant tranquille, hein, on voit en beaucoup lui de parlant. peur, hein. Moi, je me Donc en la sentirais pas de la laisser rassurant. dans une peur pareille. Bon, et je pense que par rapport à ça, il serait quand même important, si vous sentez de la peur et qu'il y a derrière en plus une histoire difficile, une enfance douloureuse, il serait important qu'elle puisse être soutenue sur le plan psychologique. Qu'elle puisse parler déjà de ce qu'elle vit et qui est très difficile au quotidien, et en plus quand même de son histoire, parce que on sait que quand même dans certaines maladies où il y a de la douleur comme ça, chronique, qu'on n'arrive pas bien à prendre en charge, à soigner, on retrouve des vécus d'enfants qui ont été souvent très malmenés quand même, ou en tout cas négligés, fortement Oui, négligés. On retrouve quand même c'est des mots-clés, des c'est vrai. histoires comme ça, des enfances très chaotiques, et que le fait de pouvoir, si vous voulez, ça ne règle pas, la maladie elle reste là, mais ça peut parler de sa douleur morale, de sa douleur d'enfant, ça peut avoir un effet sur ces douleurs physiques aussi, qui sont souvent majorées quand il y a derrière une douleur morale. Ah bah le stress a un effet sur elle, et c'est un cercle vicieux, parce que voilà, ensuite ça augmente son stress enfin bref, vous comprenez très bien. Il y a aussi un gros problème avec le sommeil qui fait qu'elle accumule une fatigue physique en plus de sa fatigue psycho-émotionnelle, donc là on s'en sort plus du tout, et je lui en parle j'essaye de lui en parler avec un maximum de psychologie quand elle n'est pas en crise, en anticipant beaucoup, et ensuite en fait quand elle est en crise, c'est comme si j'avais rien fait, et à chaque fois je reprends tout à zéro. Oui, En vous vous fait, sentez démuni, c'est difficile pour vous. je Je suis vous pas un propose, professionnel, Damien, d'ailleurs, vous n'avez pas à être un professionnel. C'est pas ce qu'elle vous demande, certainement. Vous êtes son petit ami, vous êtes très soucieux par rapport à elle, vous l'aimez, et c'est terrible pour vous aussi de la voir souffrir. Il s'agit pas de réagir en professionnel, c'est pas ce qu'elle vous demande. Peut-être c'est de ce que je mieux lui dis. connaître la maladie. Vous avez bien fait d'appeler, puisque vous souhaitiez en parler, peut-être avoir des témoignages. On a Ève qui est avec nous au 39 21 et qui apparemment a la même maladie que votre amie. Bonsoir D'accord. Ève. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de m'écouter. Merci d'être là, d'avoir réagi, parce que j'espère que vous allez pouvoir aider Damien et par conséquent aussi son ami. Donc, Ève, vous souffrez aussi, donc c'est la maladie d'Ehlers dans C'est le l'os. syndrome de Ehlers dans l'os. D'accord. Et en fait, moi j'ai erré pendant 13 ans après un accident de voiture où ça s'est déclenché. Et c'est à l'occasion d'un examen neurologique que le professeur qui m'a fait l'examen m'a rappelé le lendemain en me disant « Écoutez, vous avez des troubles là qui m'indiqueraient que vous pourriez avoir ce syndrome. » Et il m'a orienté vers le professeur, Oui. dont je vais vous donner le nom, et le site.
Parce que depuis, toutes les explications, le puzzle s'est mis en place. Oui. Vous le donnerez hors antenne Oui. à ce moment-là, peut-être parce que on ne fait pas de publicité pour les médicaments et pour les médecins d'accord. également. Vous voyez, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les médecins et pour les D'accord, médicaments. c'est-à-dire que c'est le Donc hors professeur qui antenne, s'occupe- bien volontiers, Oui, bien d'accord. sûr. C'est le Ou professeur vous pouvez qui s'occupe citer de ça. l'hôpital à ce Pardon moment-là, si c'est un hôpital. Oui, c'est Hôtel-Dieu à Paris. D'accord. Ouais. Oui, d'accord. Voilà, ça peut en parler. Si je peux me permettre, ce sera très enrichissant de vous parler. Ben, en bien antenne. sûr qu'on vous D'accord. transmettra, Oui, Damien, d'accord. c'est évident. Oui, on vous transmettra le nom de ce professeur. Et depuis que vous êtes prise en charge, Ève, vous vivez mieux le quotidien. Comment par rapport à la douleur, à ces crises de douleur, est-ce que vous avez un traitement qui atténue un peu? C'est-à-dire que j'avais déjà par moi-même trouvé des solutions sans savoir à quoi j'avais Oui. vraiment affaire. Je Oui. mettais tout sur le compte d'un traumatisme crânien, d'un coup du lapin, des douleurs. Mhm. Je croyais même à une époque que j'avais une maladie évolutive comme la polyarthrite rhumatoïde. J'avais oui. plus de force dans les mains, Oui. je pouvais plus marcher. Et en fait, il y a aussi l'alimentation qui est très importante. Ah, J'ai oui. suivi un phytothérapeute. Je me suis engagée personnellement parce que j'ai des connaissances dans tout ce qui est médecine douce, régime, alimentation. Oui. Donc moi-même, pour éviter une inflammation que je sentais constante, j'ai mis en place un régime alimentaire qui a supprimé le gluten et les laitages déjà. Parce que généralement, c'est pour ma part, j'ai déjà constaté ça. Et effectivement, ça m'a donné de bons résultats. Plus après des médecins phytothérapeutes de haut niveau qui ont complété le traitement. Et je me suis retrouvée à vouloir donner au départ toutes mes chaussures parce que je ne pouvais plus les mettre. Ah ouais, Oui. ouais. Et juste au moment où j'allais les donner et Oui. que j'avais fait pendant presque un an ce traitement phytothérapique, plus moi mon régime alimentaire fortement conseillé par phytothérapeute d'ailleurs, Oui. j'ai gardé toutes mes chaussures en fait. Alors j'ai les pieds sensibles, mais c'est beaucoup mieux. Mm. Et à Donc vous vous l'hôpital- êtes ravisé, vous gardez vos paires de chaussures. Voilà, exactement. Oui. Et aussi à l'hôpital, ils conseillent et ils prescrivent, Oui. justement, après des examens, Oui. parce que c'est une maladie de la proprioception, entre autres. C'est la maladie que 2 médecins du siècle dernier, au début du siècle, ont trouvée en analysant déjà les gens contorsionnistes, qui étaient hyper laxes Ah oui, oui, oui. et qui avaient une peau très élastique. Oui, oui. Alors c'est une des parties du syndrome. Il y a plusieurs, Oui. il y a plusieurs sortes. D'accord. Il y a Oui, le enfin, vasculaire avec on des sent que vous connaissez très très bien la maladie. Ah ouais, On va c'est pas étudié. Alors, c'est développer pour ça que le titre à est l'antenne, mais en tout cas, aujourd'hui, vous, dans votre vie au quotidien, c'est plus un handicap comme cela l'a été pour vous? Et ou- comme ça, à risquer de l'être au maximum. Je crois que je me maintiens dans un système où j'ose dire Oui. que peut-être j'irai jamais en fauteuil roulant, mais j'ai vu des personnes qui l'étaient. J'ai vu des personnes gravement atteintes à l'hôpital aussi où je vais. Et Peut-être qu'elle n'avait pas été prise suffisamment à Et- et il y a temps, des- qu'elle n'avait pas. Puis il y a des formes plus graves aussi, oui, il y a certainement. différentes formes, mais il y a Oui. aussi depuis l'enfance pour certaines personnes. D'accord. Moi, je l'avais le gène, c'est une maladie orpheline qui vient d'être reconnue il y a un an par la Sécurité sociale. C'est quand même D'accord. très Oui. important de Oui. le Oui, savoir. aussi, oui, bien Ouais, sûr. ouais. Ce professeur qui s'occupe de ça en France, C'est il le fait seul en France. il délègue de plus en plus. Il y a aussi Oui. un médecin à Garches, un médecin généraliste Oui. sur Garches, Oui. mais le professeur dont je donnerai le nom, Oui, oui, bien Voilà. volontiers, oui. c'est lui, par exemple, si on téléphone pour un rendez-vous, on n'a pas un rendez-vous avant un an, C'est ça. un an et demi. C'est ça. Elle, ce qui lui fait peur, en fait, là, c'est que j'ai l'impression que comme toutes les personnes quasiment que j'ai entendues atteintes du syndrome Ehlers dans l'os, ce sont devenues des spécialistes de leur maladie, qui sont parfois bien plus au courant Ah oui. que les médecins eux-mêmes. Et maintenant, je me retrouve avec ma Sophie qui s'inquiète. Elle se dit, mes tendons sont de plus en plus durs. Résultat, quand ils vont essayer de me diagnostiquer hypermobile, ils vont se rendre compte que je suis pas du tout hyper laxe. Alors qu'en fait, c'est à force de l'être que je me retrouve avec des tendinites à tous les tendons du corps. Oui, mais elle Et donc, s'angoisse. C'est ce que. Mais Oui, pas de mais problème m'angoisse avec beaucoup. ça, parce qu'elle est jeune, c'est vrai. Mais
C'est vrai que moi j'ai remarqué, je comprenais pas pourquoi, mais je mettais tout sur le compte de l'accident, mais sans savoir qu'il y avait une maladie qui s'était déclenchée. Effectivement, on a les muscles qui sont tellement durs et faibles en même temps. Moi, quand je tâte mes muscles dans les bras, dans les biceps par exemple, ils sont douloureux, ils sont durs, je les sens durs. Et normalement, je devrais avoir de la force, mais c'est le contraire, ils sont faibles. Et les tendons, c'est pareil. Alors, le neurologue qui me suivait pendant des années après l'accident me disait, vous avez un problème périarticulaire. On va peut-être pas trop rentrer dans les détails, effectivement, de la maladie, parce que voilà, je trouve que votre témoignage est très rassurant et très réconfortant, Ève, parce que vous montrez qu'à force de persévérance, et il vous a fallu certainement beaucoup de courage et de pugnacité pour tenir bon pendant ces 13 ans. Enfin, j'ai même beaucoup de défauts, alors du coup. Non, mais je vais vous dire une précision. Le site donc, que je vous donnerai. Entre il y a 2 ans où je l'ai consulté pour la première fois, moi, et maintenant, il s'est enrichi énormément parce que justement, toutes ces personnes qui étaient diagnostiquées comme soit folles, soit fibromyalgiques, soit ceci ou cela, c'est écrit dans le texte qui est très, très, très poussé sur ce site, maintenant, on les rassemble et on s'aperçoit que toutes ont à peu près les mêmes symptômes, plus ou moins, et en fonction des formes de ce syndrome, et finalement il est enrichi tous les ans. Oui, ce ne sont pas des maladies imaginaires, la recherche avance, c'est ce qu'il faut dire aussi à votre amie, Damien. Il n'y a pas de problème pour se faire diagnostiquer comme ça, surtout si elle va là où il y a des services, et en plus ce professeur oriente de plus en plus vers d'autres professeurs ou médecins, et ils sont en train de préparer pour les médecins en général en France un questionnaire pour que justement on ne prenne pas à la légère des symptômes dont les gens se plaignent et qu'on les envoie péter n'importe où parce que on comprend pas. Damien, en tout cas, vous pourrez dire à votre ami que la recherche a avancé considérablement, lui faire écouter en podcast l'émission, entendre Ève, hors antenne, si Ève le souhaite, on peut vous mettre en relation. En tout cas, vous allez avoir les coordonnées de ce professeur à l'Hôtel Dieu. Donc, vous avez bien fait d'appeler parce que vous partez avec énormément d'informations quand même très réconfortantes. Il y a des possibilités, il y a une prise en charge. Et Ève, on vous sent pleine de vitalité. Oui, parce qu'en fait, j'étais plutôt obstinée et pugnace à sang. Alors, je suis toujours, mais avec beaucoup de retard et beaucoup. Mais n'empêche que quand je peux renseigner quelqu'un, et je vous remercie infiniment. Oui, je vous remercie infiniment d'avoir appelé parce que vous ouvrez quand même des perspectives et parce que ça doit être terrible d'être dans des souffrances qui déjà ne sont pas reconnues, où on pense que vous êtes une malade imaginaire, et puis en plus après de ne pas avoir le traitement approprié qui soulage. Donc déjà de savoir ça va grandement rassurer votre ami Damien. Et puis, je pense qu'elle a besoin de rencontrer d'autres gens qui ont la même chose. Il y a une grande importance de l'alimentation. Ça, c'est important. On pourra en parler. Voilà, en antenne, on va vous mettre en relation. Je tiens à le dire, si d'autres personnes qui ont ça écoutent, c'est important qu'elles se renseignent. Et d'ailleurs, je l'ai lu sur un forum de tous ces sites qui parlent de ce syndrome. Vous pouvez en citer un. Vous pouvez citer un site qui parle de ce syndrome s'il y a des éditeurs qui écoutent et qui en souffrent. Oui, le site dont je vous parle, en fait, c'est le site du professeur. Il y a le nom de ce professeur. D'accord. Alors non, on ne fait pas de pub à et pourtant, il est très très complet. Oui, mais je n'en doute pas, mais on le prendra en antenne et les personnes pourront nous appeler, ceux qui sont concernés, bien sûr, et on leur transmettra, évidemment, ça va de soi. Ça peut permettre d'aider des personnes comme ça qui souffrent de cette maladie, bien sûr qu'on transmettra hors antenne, il n'y a aucun souci. Mais je veux bien communiquer mon numéro de téléphone au monsieur qui est en ligne. Cathy demande si le diagnostic, comment se fait-il? Est-ce que c'est une prise de sang? Elle dit ça me concerne. Non, justement, il n'y a pas pour l'instant pas de prélèvement qui permettent génétiquement de... D'accord. Sauf pour la forme vasculaire qui est très grave, qui peut être très grave si c'est cette forme-là complètement, parce que ça peut faire péter une artère comme ça, parce qu'il n'y a pas assez de collagène dans les parois. Elle était à l'hôpital il n'y a pas longtemps pour ça, ils ont fait des tests et ils ont déterminé qu'elle ne l'était pas, donc c'est une étape qui a été beaucoup plus rapide que les autres. Je parle à la personne du coup qui a... le SMS, là où on avait 6 mois d'attente sur les autres trucs un peu plus spécifiques, là, ça a été danger mortel, donc ça a été traité rapidement. Bon, en tout cas, il y a des professeurs spécialistes. Le stress. Le stress. Ce sont souvent des personnes hypersensibles. Eh oui.
Et le stress aggrave les symptômes. Et Le ça, stress j'avais aggrave constaté. beaucoup de symptômes, vous savez. Donc c'est pour ça que je pense que parallèlement à ça, vous en parliez aussi quand il y a eu, on retrouve parfois dans des parcours des histoires un peu douloureuses, difficiles, ça vaut le coup aussi, parallèlement à la prise en charge médicale, de se pencher un peu parfois sur son histoire. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir appelé Ève. Hors antenne, on peut vous mettre en relation avec Damien et en tout cas, on va vous garder hors antenne pour prendre toutes les informations, le nom de ce professeur et également du site parce qu'on aura certainement des appels d'auditeurs qui voudront consulter ce site. Merci et bon courage à vous, Damien. Vous avez bien fait d'appeler. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ne raccrochez pas. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Alors ne vous inquiétez pas, hein, nous avons repris Ève hors antenne et pris en note le nom du site et du médecin. Donc si vous souhaitez, si vous souffrez de cette maladie rare, des lers dans l'os, n'hésitez pas à appeler le 3921 et on vous transmettra bien évidemment ces coordonnées. Bonsoir Nina. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Oui, c'est Nina, je vous ai appelé mardi et d'ailleurs je voulais vous poser une question. À un moment donné, Caroline, vous me disiez « Oui, mon capitaine ». Je vous ai dit oui. C'est parce que c'est ma façon de poser les questions ce jour-là ou... Moi, je vous ai dit « Oui, mon capitaine ». Oui, bon, en plaisantant. Hein, ah Caroline. bon? Oui, parce que je ne sais pas. Non, ou parfois on dit les deux, mon capitaine. Si on pose une question, vous savez, on laisse le choix entre deux propositions. Non, je vous ai peut-être répondu ça. Oui, non, c'est parce que je me suis dit peut-être que ce jour-là, j'avais vraiment, ou dans la vie, une façon de parler comme un capitaine. Oh non, pas du tout. Non. Enfin, je pense pas. Hein. Vous m'avez appelé, mardi, c'est ça. Donc, oui. Oui. Pour résumer, si vous voulez faire un résumé où j'en fais. Non, vous étiez très sympathique, il n'y a aucun souci à vous faire. Hein. Bon, en clair, Caroline, je vous appelle, il y a un peu de nouveau. Vous voulez que je fasse un petit résumé ou pas? Oui, alors quand même, exact. Oui, je préfère pour ceux qui vous n'étaient pas à l'écoute, tout simplement, mardi. Si vous pouvez résumer un peu. Bonsoir à tous. Ça va pour vous la ligne? C'est parfait. Oui, c'est parfait, bon. Ne vous inquiétez pas. En clair, mardi, j'ai été assez violente dans ma façon de demander à mon compagnon de quitter les lieux, la demeure, en appelant la police à un moment donné pour qu'il me restitue les clés. Et voilà, donc je culpabilise parce que du coup, il est parti avec les chats alors que j'avais bien dit, les chats, si tu veux, elles restent là, elles n'ont rien fait. En clair, pour les auditeurs, ce que je lui reproche, c'est de m'avoir menti cet été, au moment où j'ai perdu maman. Il m'a caché qu'il partait en vacances avec son ex et son compagnon à elle, et je ne l'ai pas digéré. Voilà, pour les auditeurs. Allô? Oui, je vous écoute. Moi, je me souviens très bien de vous, hein, mais je vous remercie d'avoir résumé. Et qu'est-ce qui s'est passé de nouveau donc depuis son départ? Alors, en clair, on a discuté. Je lui ai proposé que s'il voulait qu'on discute, donc vendredi, il est passé, on a discuté. Oui. Et puis, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai expliqué un peu plus ce qu'il y avait. Lui, il m'a dit d'autres choses, voilà. Et en clair, je me demande aujourd'hui si j'ai pas fait une erreur et surtout si cette histoire, au vu de ce que je viens de vous raconter, hein, c'est assez violent quand même d'appeler la police, même si elle n'est pas venue, la police, mais j'étais pas très sympa ce jour-là. Comment? Elle n'est pas venue en même temps, il n'y a pas eu... Bon, vous étiez un peu dépassé, vous aviez envie, vous étiez en colère. Et bon. Ouais, j'ai vraiment peur de moi par rapport à ça. Je me demande si c'est pardonnable ou pas. Et puis surtout... En clair, je me pose la question si cette histoire elle peut continuer ou reprendre autrement, ou si au contraire, au vu de ce que je vous ai dit, c'est pas terni à jamais. Alors quand vous m'avez appelé mardi, vous culpabilisiez certes d'avoir mis cet homme dehors, mais moi je me souviens que vous m'aviez dit que vous n'aviez plus de sentiments pour lui. Que il vous avez aidé beaucoup à un moment donné, que vous avez
cet homme, vous lui étiez très reconnaissante, mais que néanmoins, ce que vous me disiez à ce moment-là, hein, en tout cas, c'était peut-être aussi après sous le coup de la colère, que vous n'aviez plus de sentiments, que entre-temps vous étiez vous sorti de vos nombreuses dépendances et que au fond, vous vous interrogiez, savoir si vous seriez assez forte pour tenir sans lui, faire face sans lui, mais que vous vous rendiez compte que c'était plus quelqu'un à qui vous vous raccrochiez encore, peut-être, que quelqu'un dont vous étiez amoureuse. Moi, j'en étais restée là. Mais semble-t-il, aujourd'hui, vous envisagez peut-être de reprendre avec lui. Ben, je me dis, est-ce que ce serait sain ? Est-ce que ce serait sain de... Il n'y a que vous qui pouvez le reprendre. savoir, ça. Hein. Vous voyez, Caroline, je me dis, est-ce qu'on ne fait pas ça, comme on a dit, on laisse couler quelques mois, on voit, vous voyez, puisqu'apparemment, si on en est arrivé là, c'est qu'il y avait un trop-plein de certaines choses. Moi, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un, que pour moi, mon idéal de vie, après, chacun fait comme il veut, mais c'est ça, c'est pas la quantité, mais la qualité. Et quand vous vous êtes revus, donc lui, vous avez senti que lui serait prêt à renouer avec vous, que c'était son envie ? Je sais pas, sincèrement, Qu'est-ce qu'il vous disait, lui, puisque finalement, il avait envie de parler avec vous, de vous revoir En clair, il m'a dit t'as précipité les choses. En clair, il me disait qu'il envisageait, lui, de toute façon, de retourner auprès de sa maman pour s'occuper d'elle d'ici 4-5 ans, et de m'emmener. Mais là, c'est là où j'ai pas rebondi en lui disant, j'ai rebondi en lui disant, pourquoi tu me parles pas de ces projets-là ? Parce que c'est important pour une femme d'entendre, d'être assurée. Enfin, en tout cas, moi. Et en clair, lui... Attendez, excusez-moi, Caroline. Oui, vous êtes là je peux pas... Oui, si, excusez-moi. Oui. Excusez-moi pour les auditeurs aussi. Et en clair, ce que j'ai senti de lui, c'est on laisse couler. Bon, en clair, il va s'occuper de ces choses. Moi, il m'a dit, t'es sûre de ce que tu fais le jour d'avant ? Je lui ai dit, je pense que c'est mieux pour toi comme pour moi. On a chacun des choses à régler, administratives ou autres. Pour ma part, psychologiquement et justement sortir de cette dépendance à l'autre qui fait que c'est pas, on se pose plus la question au bout d'un moment, est-ce que je suis avec parce que il m'apporte cette sécurité ou par amour ? En tout cas, moi ce que j'entends, c'est que vous avez du mal à vous séparer de cet homme. Parce que c'est pas la première fois que vous m'appelez pour me parler de lui, des choses qui ne vous plaisent pas, ou vous êtes en colère. Oui, mais je me souviens très bien de vous. On s'est parlé à plusieurs reprises, et il y a eu l'histoire avec cette voisine. Ah, moi, je ne les note pas, hein, mais je me souviens très très bien de vous, Nina. Et il y a des moments où vous êtes en colère, où vous lui en voulez, mais vous n'arrivez pas à vous séparer, peut-être parce qu'il n'y a pas lieu de vous séparer. C'est-à-dire que c'est votre histoire, elle est comme ça, vous acceptez mal. C'est différent, vous parlez de dépendance, c'est différent d'être dépendant à un produit, d'être dépendant à quelque chose qui peut nous faire souffrir. Et dans la relation d'amour, il y a une part de dépendance, mais d'une dépendance qu'il faut accepter aussi d'une certaine façon, parce que on peut pas vivre seul comme ça, détaché de tout lien, détaché de tout engagement. Enfin, on a besoin d'aimer, de s'attacher à quelqu'un. Donc c'est pas ça, c'est pas pathologique la dépendance qu'on a quand on aime. Alors après, il y a des degrés où effectivement l'autre nous sert à quelque chose. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il n'est pas aimé pour ce qu'il est, mais vraiment parce que il nous sert de béquille. Ça pose question. Mais là, vous, c'est votre histoire, et moi, ce que j'entends, c'est qu'à chaque fois, vous revenez, vous avez du mal. Donc, il faut peut-être l'accepter, c'est tout. Et puis, Caroline, vous parliez de quelque chose que la dernière fois, vous disiez, vous l'avez peut-être mis sur un piédestal. Et c'est ça la chose en amour. Je pense qu'effectivement, parfois, dans mon cas, moi, dans cette histoire, effectivement, le piédestal, après je vais travailler dessus, sur des lectures pour pouvoir me dire, allez hop, tu retombes dans la réalité, et puis en même temps, je sais pas si vous vous saisissez. Bon, en tout cas, cet homme, à un moment, a été d'un grand soutien pour vous, et je disais, vous l'avez peut-être idéalisé à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, comme vous êtes moins dépendante, vous allez mieux.
du coup, il faut trouver un nouvel équilibre dans votre relation. Et c'est ça qui est peut-être un peu difficile à mettre en place. C'est-à-dire que vous êtes moins dépendante de façon générale, et ça, on ne peut que s'en réjouir pour vous. Oui, C'est très merci. bien. Et il faut simplement, du coup, que vous trouviez un équilibre, parce que peut-être que cet homme a été très protecteur, vous a beaucoup soutenu, et ce qui peut être très bénéfique quand on n'est pas bien, on peut avoir envie de se révolter et se trouver un peu infantilisé quand on va mieux. Donc l'autre, il sait plus sur quel pied danser aussi. C'est ce que je lui ai dit quand on sort de la dépendance. Le souci, c'est ça, c'est voilà, la codépendance n'est plus la même, ou même elle n'est plus. Il faut chacun retrouver une place. Voilà, il faut que chacun retrouve une place et plus équilibré finalement, où il n'y en a pas un qui s'appuie vraiment, s'accroche à l'autre. Mais ce qui m'a fait mal, Caroline, c'est qu'à un moment donné, par rapport au chat, justement, j'avais l'impression, et je lui ai dit, tu me fais pas culpabiliser par rapport au chat. Hein. Je lui ai dit, moi, les chats, il me dit, tu vois, enfin bref. C'est ses chats, lui, ce sont ses chats. Oui. Je lui ai dit, moi, je veux ni d'enfants, ni d'animaux. Après, il me dit, oui, mais moi, c'est mes filles. Je lui ai dit, et c'est tout à ton honneur. Mais alors, comment Maintenant, vous je t'ai faites ? jamais dit de les prendre, de sortir avec elles. Je t'ai dit, si tu veux, elles restent là, elles n'ont rien fait. Et tu les récupéreras, ou tu viendras les récupérer ou les voir. Et il m'a dit, oui, mais tu m'as dit... Bon, enfin, c'est des broutilles, mais vous voyez ce que je veux dire, vous ne vouliez pas d'animaux, mais vous les acceptez. Oui, bon, là, oui, c'est ça. Après, on s'embrouille pour des petites choses. Et là, ce que je me dis, c'est, bon, écoute, lui, il t'a dit, il va faire ces choses qu'il a à faire, laisse-le tranquille. Bon, j'ai ce syndrome de l'abandon, hein, je lui en ai parlé, il le sait, hein, mais et là, je me dis, est-ce que là, il va vraiment pas te laisser ? C'est ça ma grande flip, et je me dis, mais c'est pas grave, s'il te laisse, c'est parce que, effectivement, c'était plus possible. Et si ça continue, comme vous dites, c'est parce que notre histoire, elle est comme ça, elle se cherche, comme beaucoup de couples, je pense. Il n'y a pas de règles dans le couple, à part le respect. Non, c'est pour ça, donnez-vous du temps, vous verrez bien comment ça évolue. Et peut-être que vous avez besoin aussi, l'un et l'autre, comme le souligne Brigitte qui vient d'envoyer un petit message. Je sais pas, c'est une question de prendre un peu de recul. Elle dit, si vous alliez voir ce que vous faites déjà, un thérapeute, pour clarifier votre relation, vos sentiments actuels, prendre un peu de recul, et pour ne pas tourner en rond. Parce qu'après, effectivement, vous restez, il y a quelque chose bloqué sur cette histoire d'été où vous vous êtes senti abandonné, il vous a menti. Bon, soit vous arrivez à comprendre ce qui est en jeu, à dépasser ça, à trouver un nouvel équilibre aussi l'un et l'autre, hein, parce que vous, entre-temps, vous avez changé. Et que ça ne doit pas être facile aussi pour votre compagnon, changer, évoluer en tout cas, et que ça ne doit pas être facile pour lui de trouver ses marques. Donc, vous pouvez dire, je sais que je m'emporte, que c'est difficile, qu'à la fois vous êtes encore très attaché à lui, puis que par moments vous lui reprochez d'être si dépendante de lui, bon, et que vous avez peut-être besoin de clarifier certaines choses, ou alors d'aller voir ensemble un thérapeute aussi, hein, ça peut être une possibilité. J'y ai pensé de lui proposer quelque chose. Oui. Vous savez, pas forcément, mais vous savez, comme un médiateur en clair. Mais même si on n'est pas marié. Mais il ne s'agit pas de se marier. Oui, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé d'être marié pour aller consulter un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple. Ça peut permettre de vous parler, en tout cas, de vous entendre. Voilà, de se parler avec un tiers qui va relever justement certains points que l'autre il n'entend pas ou il. Oui, j'y ai pensé. Après, peut-être qu'il va me dire non, et ça dépendra de la façon dont je lui pose la question. En tout cas, vous êtes encore très en lien avec lui, et vous avez. Heureusement, je sais pas. Donnez-vous le temps, vous verrez bien. Mais rien n'est fixé à l'avance. Hein. Il n'y a pas de désespoir ou d'espoir. C'est pas malsain si effectivement, malgré ce qui s'est passé. Mais non, mais écoutez, ça peut arriver. Vous savez, on peut. Vous parlez de respect, oui, dans la base, bien sûr que c'est important qu'il y ait du respect, mais il y a des moments où on peut se disputer, avoir des paroles très vives, très fortes, voire avoir des mots qui dépassent notre pensée, ou à ce moment-là, parce que sous le coup de la colère, on dit des choses qui sont vraiment très désagréables, et on peut faire des choses, mais bon, ça peut arriver, ça, y compris à des personnes qui se disent très équilibrées, qui vont très bien, puis à un moment, il y a quelque chose qui les fait un peu disjoncter. À partir du moment où, il peut y avoir des clashs dans une relation aussi de couple,
Ouais. C'est Et peut-être ce qui est que justement, terrible ça va- parfois, c'est que ça se sclérose, qu'il n'y ait plus de vie, qu'il n'y ait plus, vous voyez, on reste ensemble, on Ouais. ne sait plus trop, mais parce qu'en tout cas c'est comme ça, c'est la force de l'habitude. Mais en tout cas, Donc bon, là, donnez-vous du temps et vous savez, apaisez-vous. Caroline, pour en revenir sur quelque chose quand même, et j'essaie de me dire, ne fais pas attention. Je sais que sa maman est intervenue en disant, bah, tu récupéreras ça et ça, puisque c'est des cadeaux qu'elle a fait à moi et lui de Noël différents. Et là, je lui ai dit, là, ça me fait mal. Je lui ai dit, parce que sa maman lui a dit ça, parce qu'elle a dit, bah, à chaque fois, il faut que tu rachètes. C'était pas forcément méchant, mais vous voyez, ce genre de Oui, choses mais c'est en sa thérapie, mère qui lui il dit faudrait ça. pouvoir en parler. Oui, mais il je faut lui ai pas dit- vous je lui ai dit, attarder à ce que dit belle-moi, sa enfant, mère. moi, c'est pour ça que je veux pas d'enfant, parce que j'aurais été comme ça, moi aussi, ça se trouve, aucune Ça fille n'aurait été c'est assez bien autre pour mon chose. enfant. C'est autre chose. Ah, bon, bref, ça met en colère quand même. Oui, le mais fait il faut que rapporté. vous parliez de votre colère, hein, parce que votre colère à Ouais. vous, elle vient certainement de beaucoup plus loin. Et puis à un Oui. moment, vous en parlez, vous essayez un petit peu de clarifier ça, pour ne pas non plus trop le prendre quand même comme un punching ball, cet homme, parce qu'il n'est pas là pour ça non Exactement. plus. Hein, Oh et là c'est là, vrai qu'à un vous savez, moment, ça me fait mal que vous me dites ça, parce que je me suis sentie comme ça à un moment donné. Je me suis sentie ingrate et je lui ai dit, je préfère non, ça n'a qu'on rien mette à de la voir. distance. Ça n'a rien à voir, être ingrate et prendre l'autre un peu comme où on déverse tous ces trop-pleins. C'est différent. Il y a plein de choses, il y a plein de niveaux. Là, je trouve que attention de ne pas trop tourner à vide, toute seule, à ressasser. Visiblement, il a quand même, si vous l'aviez autant blessé que ça, si vous avez été peut-être beaucoup plus violente dans votre tête que vous ne l'avez été dans vos actes. Je trouve que c'est votre culpabilité qui envahit tout, qui avait vous donné l'impression que vous avez fait des choses terribles alors que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, la preuve, cet homme, il est revenu vendredi, vous avez parlé ensemble. Si vraiment vous l'aviez terriblement blessé, il vous ferait la tête, il voudrait plus vous voir. Ce qui n'est pas le cas. Oui, il y a des Donc je affaires- pense il y que a vous des dramatisez affaires- beaucoup. Il y a des affaires à lui encore à la Alors, maison. donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps. Rien, dites-vous pour le moment que vous ne savez pas. Et prenez peut-être un petit peu de recul et vous pouvez lui dire. Plutôt que de nous faire du mal, on a peut-être besoin de prendre un peu de recul, de réfléchir. Et vous verrez si vraiment cet homme vous manque Mais au point Caroline, de un vouloir dernier renouer. conseil. Mardi, il vient normalement parce qu'il m'a demandé si je pouvais l'héberger par rapport à son travail. Et quelques jours, là, il va venir dans la semaine et je me dis, bon, bah, écoute, tu auras l'attitude que tu as, profites-en. Je lui ai dit, on se prend pas la tête si tu viens. On essaye tout du moins de pas se prendre la tête. Et puis, tu vois, s'il y a un rapprochement ou pas, rejette-le pas. Rejette-le pas Bon, s'il en vient tout cas, vers toi. tenez-vous un peu à distance. Voilà, soit vous n'acceptez pas parce que vous avez peur d'être dépassé et de ne pas pouvoir vous dominer. Et il est préférable à ce moment-là qu'il trouve une autre solution, parce qu'après tout, il peut aussi aller à l'hôtel, si c'est dans le cadre de son Oui. travail, et en disant que c'est pour aussi préserver votre relation. Si vous C'est ce que pensez j'ai dit. que vous allez pouvoir prendre sur vous, évitez de vous agresser mutuellement, et voilà. Merci D'accord ? beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Merci de votre Et je vous confiance. souhaite Au revoir. une bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Nina. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Christelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais parler d'un médicament dont je trouve que c'est un poison. Ça commence par un X. C'est Non, un donne pas de anxiolytique. nom de médicament. À quelle famille appartient-il ? C'est un anxiolytique. Un C'est anxiolytique. D'accord. benzodiazépine. Oui. Et moi, là, je suis en sevrage en ce moment. Pourquoi ? J'ai Parce que fait vous mon étiez propre- très dépendante de cet Ouais, j'ai anxiolytique. l'impression que je suis dépendante. Même en peu de temps, je suis devenue dépendante, j'ai l'impression. Et il y a plein de médecins qui me contredisent, qui me disent c'est pas vrai, on ne devient pas dépendant en si peu de temps. Moi, j'en ai pris tous les jours pendant 2 mois. Normalement, il faut savoir que c'est prescrit juste pendant 10 jours. Et moi, j'avais pris un peu d'alcool avec. C'était pour bien dormir, c'était le soir, quoi. Et là, j'ai arrêté après pendant 9 mois. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une semaine, j'ai eu une rechute et j'ai eu des angoisses qui ont été mal gérées et j'ai fait une tentative de suicide, quoi. Et donc, moi, j'attribue ça à un sevrage trop brutal de ce médicament et qui Ah oui, qui c'est fait que- possible. Oui, si vous l'avez Mais arrêté je dis, effectivement brutalement, ça majore souvent les symptômes. ouais, ça Surtout peut dans faire
Oui. Des sevrages prolongés, apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Internet. Oui, en tout cas, on n'arrête pas les traitements, que ça soit d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Bon, c'est le domaine que je connais. Après, il y a certainement d'autres médicaments, je pense, qui fonctionnent aussi sur le même mode. Mais par rapport à ce que je connais, c'est-à-dire les antidépresseurs, les anxiolytiques, on les arrête progressivement. On diminue les doses progressivement, vous voyez, mais jamais de sevrage comme ça brutal du jour au lendemain, parce que du coup les symptômes pour lesquels on les prenait, sont encore plus forts. Oui, c'est vrai. Mais on m'a dit, des médecins m'ont dit que j'étais largement sevrée au bout de 9 mois et que c'est pas ça qui a pu occasionner tout d'un coup une crise d'angoisse à ce point, crise panique, déréalisation, dépersonnalisation. Pourtant, moi, je pense que c'est ça, parce que je suis jamais arrivée naturellement à des états d'angoisse qui me fassent, qui donnent les mêmes symptômes en fait que vraiment les symptômes de ce médicament. Oui, mais si vous aviez quand même, ça faisait 9 mois que vous l'aviez arrêté ? Oui, voilà, on m'a dit que j'étais largement sevrée. Oui, mais c'est vrai pas. aussi. Si, au bout de 9 mois, franchement, oui. Non, c'est pas. C'est pas 9 jours, hein. C'est pas. Non, franchement, hein, c'est pas. C'est que à nouveau, vous avez été submergé par une crise d'angoisse plus forte. Et je pense qu'à force de prendre comme béquille ce médicament, on ne sait plus gérer soi-même ces angoisses. Il peut y avoir de ça, quoi. Et donc, ça, c'est possible. C'est-à-dire, est-ce que parallèlement à ça, vous aviez, vous faisiez une thérapie, vous pouviez parler de ce que vous éprouviez Non, mais là, j'ai été internée en centre psychiatrique et on m'a conseillé vivement de faire un entretien, donc avec un suivi avec un médecin psychiatre, quoi. Et c'est ce que je vais faire. J'ai déjà un premier rendez-vous de prévu. Oui, vous avez bien fait. C'est vrai que souvent, quand on prescrit, parce que vous savez, l'angoisse, ça fait terriblement mal, hein. Ça fait mal à la fois évidemment psychiquement. Enfin, on ne peut plus rien faire. On peut être complètement à l'arrêt, et physiquement, puisqu'il y a des gens qui se retrouvent comme ça à l'hôpital parce qu'ils peuvent avoir tous les symptômes d'une crise cardiaque. Et en fait, c'est une crise d'angoisse. Enfin, physiquement, ça crée aussi des symptômes, ça rejaillit sur le corps. Donc, quand on est aussi angoissé, c'est important de ne pas rester avec une souffrance comme celle-là. Et il y a effectivement des anxiolytiques qui aident à calmer, qui agissent rapidement en plus. Hein, souvent, en un quart d'heure, ils agissent. Bon, donc ça permet quand même de mieux vivre, de tenir, de ne pas être débordé comme on peut l'être. Mais c'est vrai qu'en général, ce qu'on conseille, c'est de pouvoir aussi entamer une psychothérapie pour pouvoir parler, finalement mettre des mots sur ce qui se passe, essayer de comprendre, essayer pas seulement de mettre un couvercle dessus et attendre que ça passe, mais de donner du sens un peu à tout ça. Et de les surmonter, de les dépasser. En tout cas, on peut garder un fond anxieux, mais que ça ne nous submerge pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, que ça me submerge depuis que je prends ce médicament, parce qu'avant, j'arrivais toujours plus ou moins à gérer, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est un retour de bâton, que c'est une espèce de retour de manivelle, je veux dire, par rapport au fait que j'en ai pris trop longtemps. Moi, je ne pense pas, hein, personnellement. Je ne suis pas psychiatre, mais je ne pense pas. Je pense que vous le vivez comme tel, comme s'il y avait un prix à payer. Parce que cette crise-là a été plus violente que les autres. Mais peut-être qu'aussi, dans les faits, il y a quelque chose qui s'accentue, qui mérite à ce que vous vous arrêtiez dessus, justement. Comprendre, finalement, on calme le symptôme. Hein, quand on a de la fièvre, oui, on peut casser le thermomètre. Mais la fièvre, elle est toujours là, et en tout cas, le mal qui est à l'origine de la fièvre est toujours là. Donc, si vous voulez prendre quelque chose pour faire tomber la fièvre, bien sûr qu'il faut le faire. Mais à côté de ça, il faut trouver l'origine de la fièvre. Vous savez, le psychisme, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, en cas de crise, qui fait très mal, il faut pouvoir, c'est important d'avoir ces médicaments et qui ont amélioré considérablement quand même la vie de très nombreuses personnes, qui soulagent. Mais c'est vrai qu'on conseille à côté de ça de pouvoir en parler. Et puis je vais vous dire, il y a des gens qui en prennent depuis des années et qui ne développent pas de troubles particuliers. Hein.
quand même le Enfin, savoir je lis aussi. beaucoup de choses quand même sur Internet. sur Oui, les mais gens on qui lit ont beaucoup de choses sur enfants. Internet et on a beaucoup critiqué les antidépresseurs, les anxiolytiques, mais on oublie aussi à quel point ça a pu considérablement changer la vie de beaucoup de gens qui sinon pourraient être hospitalisés s'il n'y avait pas tout ça. Oui, Donc, c'est vrai que moi j'ai eu mais le soir-là où j'ai voulu me suicider, bon, j'ai sauté sur les anxiolytiques, j'en ai pris. Et vous avez eu un très bon réflexe, bien sûr. C'est ça, c'est-à-dire ça m'a que... calmé tout de suite. Mais oui. Le problème, c'est que après je me dis non, ça y est, c'est reparti dans un cercle où je vais devoir encore me déshabituer de ça. Non, mais il faut comprendre au-delà de ça, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas être la vie entière, votre vie entière, la proie de médicaments. Je comprends et je trouve ça très sain de votre part. Mais comme vous dites, vous aviez envie de vous suicider, vous avez pris des anxiolytiques et vous êtes là aujourd'hui pour pouvoir en parler, pour pouvoir critiquer. Et à ce titre, l'effet de ces anxiolytiques, vous voulez plus en être aussi dépendante. Mais surtout, il faut comprendre pourquoi il y a des moments où la souffrance est telle que vous voulez que ça s'arrête. Pas votre vie, mais la souffrance. Et ça, vous avez tout à fait raison de faire une démarche pour aller en parler, parce que vous allez comprendre ce qui est en jeu et pour retrouver une vie meilleure. Voyez, un mieux-être, à nouveau des projets et être dans la vie. Oui, à me faire des films tout de suite. Oui, mais bon, justement, allez parler de tous ces films que vous faites, ça ira mieux. Bon courage en tout cas, Christelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1.